Bonjour à tous. Nous sommes donc en conférence sur notre thématique aujourd'hui, c'est regain pour les fibres locales, illusion ou réalité. Donc avec nous aujourd'hui, nous avons Jacques Follet, qui est président fondateur de l'association Lin et Chanvre Bio et ancien liniculteur en agriculture biologique. Marion Lemaire, fondatrice de la marque Spliss en lin Made in France. Pierre Schmitt qui va nous, enfin du coup Christian Didier pardon, qui va nous rejoindre très bientôt et qui du coup est le directeur de Emmanuel Lang, donc qui est une filature de lin en Alsace et une usine de tissage aussi. Paul Boyer, directeur de l'Important, tricoteur confectionneur de t-shirts en lin bio et vice-président de Lin et Chanvre Bio. Raymond Libert, directeur de l'Ibeco, leader du tissage de lin en Europe et cofondateur de Lin et Chanvre Bio. Et enfin Pierre-François Lelouette, président de l'agence Nelly Rodi et de la Fédération du prêt-à-porter féminin, ainsi que Ludovic Mens, responsable sourcing chez Monoprix. Donc merci à tous d'être présents. Je voudrais préciser aussi que pour toutes les personnes qui nous regardent sur Facebook, vous pouvez poser des questions en commentaire et nous y répondrons soit au moment opportun, soit à la fin de la table ronde. Et pour ceux qui nous suivent sur Zoom, vous pouvez également poser des questions avec le même système. Voilà, une personne recueillera vos questions. Donc, pour démarrer, j'aimerais qu'on puisse, donc on va parler principalement de lin bio et de fibres linéaires, ainsi que chanvre. Et donc, Jacques Follet, vous êtes président de l'association Lin et Chanvre Bio. Pouvez-vous nous dire un peu où en est la filière bio et la culture du lin bio aujourd'hui, depuis la création de l'association en 2013? Bonsoir. L'association a été créée en 2013. En 2013, il y avait 150 hectares de lin bio environ. Et aujourd'hui, il y a environ 800 hectares de lin bio. Voilà. Donc, il y a une belle progression de lin bio. Mais pour l'instant, on n'a pas encore assez d'offres pour répondre à la demande. La demande a augmenté beaucoup plus vite que l'offre. Et aujourd'hui, il y a une crise dans le lin dont on va en parler à cause des crises sanitaires. Et malgré ça, la demande de lin bio reste importante. Voilà. Donc, il n'y a pas de crise pour le lin bio. Et vous nous aviez parlé justement d'un projet qui était la contractualisation du prix du lin bio. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, on est en train, en ce moment, de faire des contrats entre le filateur, le tailleur et les producteurs de lin. Voilà. Donc, les prix du lin conventionnel, c'est un prix libre, hein, l'offre et la demande. Ça monte, ça baisse, ça a beaucoup monté, ça va sûrement un peu baisser là avec la crise. Et donc, nous, pour le lin bio, on voudrait faire des contrats de 3 ans entre les producteurs, le tailleur et le filateur. Donc, l'intérêt, c'est d'assurer une pérennité pour le filateur de lin bio, hein, d'être sûr des quantités qu'il pourra avoir dans les 3 ans. Et l'intérêt pour le producteur, c'est d'avoir un prix garanti sur du moyen terme, disons 3 ans. Je crois que c'est un très bon exemple de collaboration entre plusieurs maillons de la filière. Gagnant-gagnant. Oui, parce que du coup, l'association Lin Chanvre Bio, c'est aussi plusieurs adhérents de plusieurs secteurs différents, de plusieurs métiers. Voilà, là, j'aurais pu le préciser. La Chanvre Bio, ce qui caractérise la Chanvre Bio, c'est que vraiment tous les maillons de la filière sont représentés, depuis les producteurs jusqu'aux marques. Voilà, tous les maillons de la filière sont représentés. Peut-être que Monoprix n'est pas encore représenté dans la Chanvre Bio, mais ça va peut-être venir. Voilà. Mais sinon, tout le monde est. Voilà, et on a, par exemple, Raymond qui est ici et un tisseur qui est là depuis le début, et ben, vraiment le filateur, c'est Safilin qui y est, mais enfin tout le monde, voilà. C'est ça qui est très intéressant, ce qui fait qu'on a appris à se connaître, les marques apprennent à connaître le lin, on marche dans le lin, on va voir les fleurs bleues, voilà, et nous, on apprend à connaître l'aval. Voilà. Mais justement, Raymond, vous avez été un des premiers à mettre sur le marché du lin bio et à être un des premiers acheteurs de fibres de lin bio en Europe. Comment on arrive à intégrer du coup cette fibre dans les collections? Bon, ben, avant tout, bonsoir à tous. Pour nous,
En fait, le début du bio, c'est en fait un peu la suite de tous les efforts que nous faisons au niveau du développement durable au sein de notre société. Donc, en fait, depuis plus de 10 ans, on a investi beaucoup au niveau de notre infrastructure. Nous sommes passés en 2012, on est passé à l'énergie renouvelable. Donc, aujourd'hui, et on a été, on s'est baladé pendant 2 jours dans les champs, on a écouté ce que disaient les agriculteurs, et ça nous a vraiment convaincus qu'il y avait quelque chose de bien à faire. Et on a tout de suite démarré avec une première production. Et en fait, notre première collection, elle existe, elle est toujours en collection. C'est une collection de linge de lit, donc avec du pur lin bio. Et ça a été, dès le début, ça a été un vrai succès. Et encore aujourd'hui, c'est une de nos meilleures ventes au niveau de nos collections produits finis. Puis petit à petit, on a aussi introduit des tissus décoration. Là, c'est des numéros qui sont plus gros, c'est des numéros de fil plus gros, c'est des fils au sec ou demi-mouillés, donc ils font des toiles plus rustiques. Et là aussi, c'est un produit. Bon, aujourd'hui, les quantités sont encore petites, mais pour nous, c'est certainement un produit d'avenir. Et pour nous, ça nous permet de cibler une clientèle qui, aujourd'hui, de toute façon, est déjà dans le bio, fait du coton bio, et pour eux, ça leur permet tout simplement d'élargir leur gamme. Mais donc, oui, d'avoir une continuité. Voilà. Et pour nous, ça a été... ça a été aussi le début des contacts avec Jacques, c'est que finalement, il y avait, on se rendait compte qu'au niveau de l'agriculteur, au niveau des teillages, il y avait de la matière qui était disponible, mais il n'y avait pas de marché. Et en fait, très rapidement, la machine s'est enclenchée et maintenant, on est dans la situation inverse. Ah. Problème de connexion. Bon. Ça va revenir. Est-ce que Paul, tu voudrais enchaîner le temps que Raymond nous rejoigne? Oui. Oui, donc la deuxième fibre que lin et chanvre bio. Ah, Raymond, pardon. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Vous avez été coupé. Non. D'accord. Et donc, la deuxième fibre que promeut du coup lin et chanvre bio, c'est le chanvre, mais pas n'importe quel chanvre, le chanvre textile. Donc, il y a beaucoup de manières, de différentes avancées techniques pour réhabiliter cette fibre aujourd'hui en France. Et ça peut paraître compliqué pour beaucoup de personnes. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur aujourd'hui les avancées et nous expliquer quelles sont les difficultés justement aujourd'hui rencontrées? Je vais essayer. Donc, Paul Boyer, je suis directeur de l'Important. Je suis aussi surtout là en tant que vice-président de l'association Lin et Chanvre Bio, dans laquelle je suis depuis un moment. Et je me permets juste une parenthèse pour dire que l'association est caractérisée par la rencontre de tous les acteurs de la filière. Et donc, chaque année, on fait en général en juin, pendant la floraison du lin, une rencontre où tout le monde se voit dans un champ de lin en fleurs et ça permet un contact humain très riche. Alors, cette année, on innove avec ce format. On est un peu mal à l'aise, mais bon, voilà, on découvre. Alors, concernant le chanvre, dès le départ, Lin et Chanvre Bio a intégré la volonté de travailler aussi le chanvre, qui est une fibre qui a à peu près la même composition, qui traditionnellement était travaillée un peu de la même façon que le lin. Mais sur laquelle aujourd'hui, il y a quelques années en tout cas, il n'y avait plus du tout de production de chanvre en France, ni même en Europe. Il y a par contre énormément d'intérêt pour le chanvre, beaucoup de demandes latentes. Dès qu'on parle de chanvre, il y a des gens qui viennent, et il y a plusieurs pistes qui sont explorées. Avec Lin et Chanvre Bio, on a deux rôles sur la fibre de chanvre. Le premier rôle, c'est en lien avec les acteurs du lin, pour lesquels il y a un outil industriel majeur, et la France est le pionnier, enfin le leader mondial du lin. Donc on a vraiment un outil industriel de taille significative. Sur le chanvre, on est à 0 à peu près en volume, donc c'est deux outils différents. Mais l'idée, c'est de pousser une piste pour que le chanvre puisse rentrer dans la filière lin. Donc en amenant le chanvre au rouissage, donc au champ comme le lin,
pour pouvoir utiliser le matériel à lin, le teillage lin, le peignage lin, la filature du lin, et pour pouvoir intégrer le chanvre un peu comme le lin, en complément du lin, dans la filière telle qu'elle est sur le lin. Donc ça, c'est une piste qui travaille sur la fibre longue du chanvre. Il y a d'autres pistes avec le chanvre qui sont pas pensées à partir du lin, mais qui sont pensées à partir du chanvre. Il y a une piste avec du rouissage enzymatique. Alors, le rouissage pour le lin aujourd'hui se fait au sol dans les champs. Avant, il se faisait dans les rivières. Pour le chanvre, on fait du rouissage dans des bassins, donc c'est des bassins contrôlés. Mais ce process-là, ensuite, la fibre est coupée et on utilise des fibres plus courtes sur un process de type coton, pour intégrer souvent en mélange avec du coton, des fils chanvre-coton. Donc ça, c'est un type de recherche qu'il y a dans plusieurs pays, dont la France, et la Chanvrière, par exemple, qui est un des acteurs du chanvre en France, travaille avec un chanvre bio et on coordonne différents projets. Un autre consiste à utiliser des fibres semi-longues, c'est-à-dire qu'on va utiliser le chanvre et le récolter avec des outils comme le blé ou les céréales, un peu en vrac, c'est-à-dire sans garder la parallélisation pour avoir les fibres longues. Et ensuite, on va travailler avec un travail spécifique pour essayer de sortir un fil qui va être intermédiaire entre la finesse d'un fil de lin et des fils plus gros cotonisés. Et puis, une dernière piste qui est explorée par un des acteurs de l'association, qui est un peu atypique dans l'association, c'est une piste de fibre artificielle. Artificielle à partir du chanvre. C'est aussi une piste qui est explorée. Ok. Et donc aujourd'hui, le lin, par contre, est utilisé dans le prêt-à-porter depuis des années, et on l'a vu revenir même récemment dans les derniers défilés. On a encore pu avoir des défilés. Et donc aujourd'hui, par exemple, dans la fédération du prêt-à-porter, Monsieur Lelouette, est-ce que vous percevez un intérêt grandissant auprès des marques adhérentes pour les fibres libériennes, ou donc ça peut être aussi le chanvre, le lin, ou même l'ortie, qui est un peu plus alternatif. Oui, tout à fait, hein. C'est un mouvement qui est au long cours, parce qu'on a vu déjà depuis maintenant une dizaine d'années se développer considérablement la consommation de lin, et aujourd'hui, le lin est rentré dans les calendriers de collection comme étant un des marronniers qu'on voit apparaître toujours en milieu de saison, au printemps-été, et qui portent des ventes aujourd'hui extrêmement importantes. Donc, chez beaucoup d'enseignes, chez beaucoup de marques, le lin est aujourd'hui ce que le cachemire est en hiver. Enfin, le lin est à l'été ce que le cachemire est à l'hiver. Donc, il y a une espèce d'indispensable dans les collections. C'est rentré dans les fonds d'armoire, comme on dit, et ça s'est même considérablement étendu parce que le lin lui-même a su se réinventer. Je pense notamment à la maille de lin et à différents mélanges qui, il y a quelques années encore, n'existaient pas et qui permettent aujourd'hui à beaucoup de marques d'étendre leur proposition de lin dans leur offre. Donc ça, c'est très important. Et ce mouvement, il a été soutenu aussi parce qu'on sait tous que, vous le savez mieux que moi, 80% de la production mondiale de lin est réalisée en Europe, et que 80% de cette production européenne est réalisée en France. Donc ça, c'est quand même un très gros atout que la filière lin a aujourd'hui, à un moment donné où on voit que le consommateur est extrêmement attentif à toutes ces questions, à toutes les questions de RSE, et par conséquent, et en même temps, les chefs d'entreprise qui pilotent les collections sont eux-mêmes extrêmement attentifs à toutes les questions de sourcing. Il y a eu une étude importante que les fédérations professionnelles de la mode ont récemment sortie sur les nouveaux modèles économiques, qui a fait pas mal de bruit et qui est téléchargeable gratuitement sur prêtaporter.com d'ailleurs. Elle a été téléchargée aujourd'hui plus de 2000 fois par des chefs d'entreprise français, et qui mettait en avant une petite enquête disant que la RSE était vraiment la top priorité des interviewés, de tous les chefs d'entreprise qui avaient été interviewés, et qu'au sein de cette politique RSE, la question du made in et de la localisation, donc à la fois des fibres, des matières et de la production, était quelque chose d'extrêmement important.
Donc, le lin a cet atout aujourd'hui d'être identifié comme étant une fibre française. Vous avez vu encore cette semaine le joli travail de la Confédération européenne du lin et du chanvre qui a mobilisé l'Assemblée nationale avec tous ses députés avec leurs écharpes en lin. C'est très bien, d'autant que la question de la relocalisation est vraiment au cœur de toutes les politiques publiques, qu'elle ne l'a jamais été autant que sous ce gouvernement, et avec des volontés extrêmes de pouvoir retravailler sur une industrie française et la remise en avant d'une industrie française. Donc ça tombe bien pour le lin, il y a encore du travail à faire, puisque je ne serai pas le petit vilain canard de cette table ronde, mais on sait tous qu'on produit du lin, mais qu'on a du mal à le filer en France, qu'on a du mal à le tisser en France pour le moment, qu'on a du mal, même si monsieur et tous les représentants de l'association ont fait un super travail, mais à cultiver encore plus de lin bio, parce qu'il y a des besoins et qu'il y a des envies de la part des consommateurs sur tout ce plan-là. Donc la direction est la bonne, il s'agit bien sûr d'amplifier le mouvement dès que possible, mais le travail et la chance de cette filière lin, c'est qu'elle est extrêmement unie, je pense, dans notre pays, et qu'elle est tout à fait déterminée à faire en sorte que la consommation de lin puisse se développer encore. Voilà, et les marques, évidemment, sont extrêmement attentives à tout cela et seront aux côtés des producteurs et de toute la filière pour pouvoir amplifier le mouvement. Surtout que c'est une fibre qui peut être très innovante aussi et qu'on peut intégrer même dans des composites, qui peut être thermorégulatrice, qui a vraiment énormément de Oui, propriétés. elle a des propriétés qui sont extrêmement intéressantes, donc, et c'est la raison de son succès. Alors, elle a des qualités, elle n'a pas que des qualités aux yeux du consommateur, mais disons que le poids des qualités de cette fibre grandit considérablement dans la perception qu'en a le consommateur aujourd'hui, sur cette dimension RSE, sur effectivement son caractère thermorégulateur. Donc, c'est plutôt une grande chance là. Tout n'est pas facile, encore une fois, mais il y a une grande chance pour le lin en ce moment. Ce n'est pas un mouvement nouveau ou récent, ça s'amplifie. Chez Monoprix, justement, c'est une fibre qui est très, très présente dans vos collections depuis très longtemps. Également le bio, avec le coton bio que vous avez intégré depuis très longtemps. Comment, du coup, comptez-vous faire grandir cette part du lin? Est-ce que vous souhaitez intégrer d'autres fibres libériennes dans vos collections? Alors, oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors c'est vrai que chez nous, le lin est déjà effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit, une vitrine des collections printemps-été, clairement. Un moment aussi qui est attendu par nos consommateurs qui connaissent nos produits en lin et qui les attendent. C'est vraiment un produit clé et qui est assez logiquement présent dans beaucoup de nos départements, en fait, dans le textile, puisqu'on fait du linge de maison où on va proposer du lin, on fait des coussins en décoration, des rideaux, et on fait évidemment du prêt-à-porter pur et dur, bébé, enfant, nuit, femme, homme. Voilà, ça touche vraiment tous les types de produits, de la chemise en homme qui est un peu iconique chez Monoprix, la chemise en lin. Mais voilà, on fait aussi des petites robes en bébé, on fait du 100% lin, on fait aussi des mélanges. Voilà, donc c'est effectivement quelque chose qui est déjà très présent chez nous. Pour faire le parallèle avec le bio, quand même la majorité de nos collections de lin sont plutôt en lin conventionnel. Ça, c'est un constat chez nous, c'est vrai. L'approvisionnement en lin bio est plus compliqué. Sur le coton, c'est vrai que Monoprix a pris le parti du coton bio depuis très longtemps. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Monoprix fait aussi de l'alimentaire et on travaille beaucoup de bio. C'est vraiment une politique d'entreprise. Je crois qu'on fait du bio en textile depuis 2003. Voilà, c'était pas encore tout à fait à la mode, entre guillemets. Et c'est évidemment un axe de progression. On a beaucoup progressé. On a pour horizon de proposer que des cotons bio à nos clients. C'est pas encore le cas, mais c'est notre objectif. Et pour moi, le lin, assez logiquement, devrait aller dans cette direction-là. C'est pas un tissu industriel qui est prêt à faire ça aujourd'hui, mais c'est la volonté et c'est aussi un peu pour ça que je suis là autour de cette table ronde, c'est pour suivre un peu ce genre d'initiative parce que nous, au Monoprix, on est vraiment intéressé par ça. Notre consommateur est vraiment en attente, ce qui est normal et ce qui est tout à fait intéressant et justifié. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous intéresse et qu'on suit vraiment très activement.
Mhm. Alors, on a un commentaire de Pierre Amadieu qui nous dit « Et si Monoprix devenait la locomotive du chanvre bio en France ?» Alors, le chanvre bio, pour le coup, c'est vrai, j'en ai pas parlé, on en utilise très peu. Pour une raison, pour plein de raisons différentes, je pense. C'est vrai qu'on a un peu oublié ce que c'était que du chanvre en France et dans les centrales d'achat, je pense. Là, je parle même autre que Monoprix, hein. Et du coup, c'est vrai que c'est une fibre qui est assez peu utilisée. Moi, je serais ravi que Monoprix devienne le chantre du chanvre, justement. Voilà, chez nous, ça serait des choses qui sont, je pense, à mettre en collection avec une histoire autour, en fait. Et c'est ça qui est intéressant avec le chanvre et même avec le lin. C'est l'histoire qu'on peut raconter autour. C'est le soutien à une économie, c'est le soutien à un produit naturel par opposition aux fibres artificielles et aux fibres synthétiques. Et je pense que le marché est bien plus mature maintenant. Et alors, d'autant plus après ce qu'on vient de vivre, le confinement et cette prise de conscience un peu du Made in France et de ce besoin-là. Je pense que le marché aujourd'hui est mature et serait un peu plus à l'écoute de ce genre d'initiative. Pourquoi pas chez Monoprix? En tout cas, nous, on est prêts. Est-ce que vous avez justement des retours de clients qui vous disent être très satisfaits de l'offre du lin, qui en veulent plus de matière biologique? Bah, c'est vrai qu'on fait déjà beaucoup de lin. Donc, j'ai envie de dire, peut-être, avant de faire plus, c'est plus faire mieux, le feedback. Mais après, pour prendre un peu plus de recul et parler un peu plus RSE, évidemment, la mode durable, ce qu'on appelle chez nous la mode durable. Donc, j'englobe beaucoup de choses différentes, mais c'est aussi le bien-être animal sur la laine, c'est plein de choses différentes. C'est quelque chose qui est très, très fort, qui se ressent vraiment en magasin, beaucoup plus qu'avant. Moi, j'ai pas un recul extraordinaire sur le marché. Ça fait pas 20 ans, 30 ans que je travaille, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui, chez le consommateur, est number one en fait dans ses attentes, passe même avant le prix. Et ça, c'est vraiment, je pense, une petite révolution. Et justement, donc chez Splis, que vient chercher aussi le consommateur? Est-ce que c'est le Made in France? Est-ce que c'est la matière, la fibre naturelle? Est-ce que tu as un retour là-dessus également? Ils viennent chercher les deux en fait. Moi j'ai vraiment monté Splis pour les deux, pour vraiment le côté naturel, écologique et local avec la fabrication française qui pour moi est complètement qui est indissociable de l'utilisation de ces fibres-là. Les gens en fait ils viennent acheter de la qualité, de l'écologique, du basique. Je suis vraiment dans cette démarche de on vous propose des vêtements en lin qui sont de bonne qualité. Mon lin est épais, donc il étonne en fait beaucoup parce que moi je vends du lin en hiver beaucoup, du lin avec des t-shirts à manches longues énormément. Et les gens en fait, donc c'est une éducation. Hein, les gens ont vraiment cet a priori et bien sûr c'est plus facile de vendre du lin l'été, mais ils viennent vraiment pour le local, pour la partie écologique, naturelle et la partie fabrication française. Il y a vraiment cette notion de sauvegarde de l'emploi et de utilisation d'une fibre naturelle et locale. Et quelque chose, après, moi, je communique pas beaucoup, je suis une marque encore très jeune, mais quelque chose que j'essaye d'expliquer, sur lequel il faut que je communique beaucoup, c'est qu'en fait, le lin, pour moi, c'est une famille. On est un petit écosystème. Moi, j'ai rencontré Lin et Chanvre Bio, dont je fais partie maintenant, il y a 2 ans. Et c'est grâce à cette rencontre, en fait, que j'ai décidé que j'ai vraiment eu envie de me lancer. Quand je suis venue la première fois, je n'avais pas encore démarré Splis. Donc pour moi, c'est vraiment cet écosystème, ces rencontres, ce savoir-faire qu'on a vraiment de la graine jusqu'au produit fini, qui font que le lin, c'est quelque chose qui, en fait, quand on le connaît, c'est quelque chose qu'on aime. Et c'est ça qu'il faut aussi expliquer, c'est qu'il y a une histoire, en fait. Derrière un vêtement en lin, il y a une vraie histoire. Enfin, derrière nos vêtements en lin, il y a une vraie histoire, en tous les cas. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai une question aussi justement sur la fibre. On me demande quelle est la différence entre le chanvre et le lin. Est-ce que quelqu'un pourrait y répondre? Alors, je vais peut-être essayer de répondre. Au niveau microscopique, la composition chimique est la même. C'est des fibres cellulosiques. La cellulose, c'est un sucre que la plante fabrique en captant le carbone atmosphérique. Et ça ressemble grosso modo à un bâton, un peu comme un bâton de bambou. La fibre de lin va aligner ces cellules de cellulose les unes après les autres pour faire un peu comme un bambou, une tige assez longue. Le chanvre va faire à peu près la même chose, n'importe quel arbre va faire à peu près la même chose. Donc les variations, elles sont très, très difficiles à identifier au microscope.
Une des différences, c'est qu'on va avoir sur les défauts, pas les mêmes types de défauts. Quand je dis défauts, c'est les irrégularités qui font la nature de cette fibre longue naturelle. La fibre de lin, on va avoir des sortes de genoux, un peu comme un bambou qu'on coupe et puis qui repousse à côté avec un sort de genou comme ça. Alors que sur le chanvre, on va avoir des Y, des branches. Voilà. Donc sur le chanvre, on va souvent dans le fil retrouver des sortes de boules qui vont faire un point de fragilité dans le chanvre, une irrégularité sur le fil qui est liée à ce branchement qui est difficile à peigner, difficile à sortir à la filature. Alors que sur le lin, on va plus facilement avoir des fils fins. Par contre, le coulissement des fibres les unes par rapport aux autres peut se bloquer à cause de ces genoux, ce qui fait la froissabilité un peu plus du lin sur certains fils que sur le chanvre. Voilà. Donc, c'est deux films qui sont en fait très similaires. Et la plus grosse différence, elle n'est pas tant la fibre elle-même, elle est le process. C'est-à-dire que si on prend un chanvre artisanal travaillé dans une ferme avec un process très artisanal, on va avoir un fil très grossier. Si on le compare à un lin qui sort d'une industrie qui fait des centaines de milliers de tonnes chaque année, on a un fil très industriel, très régulier. Mais si on fait un chanvre avec une industrie ou un lin de manière artisanale, on peut complètement confondre les deux fibres. Il faut vraiment un expert aguerri pour les différencier. Et justement, le travail de ces fibres aussi se fait sur différentes filatures, si je dis pas de bêtises. Et la filature est justement le problème aujourd'hui en France, que tu rencontres, Marion, puisque toi tu travailles une marque Made in France, mais c'est la seule partie dans toute ta chaîne de valeur qui est faite donc chez Safilin en Pologne aujourd'hui. Oui. Effectivement, Safilin a délocalisé son usine en Pologne pour des histoires de coûts de main-d'œuvre. Donc, je travaille avec Safilin parce que Safilin est une entreprise française qui nous offre un fil de très grande qualité en conventionnel et en biologique. Parce que c'est lui aussi qui file le lin biologique qu'utilisent les membres de l'association. Et on a cette volonté tous de relocaliser la filature. Alors, il y a plusieurs types de filature de lin. Moi, pour mes t-shirts, j'utilise du lin qui est filé au mouillé. Donc, c'est un type de filature particulier qui est une des technologies utilisées par Safilin en Pologne. Et on a donc un projet de relocalisation qui a été lancé par Thomas Huriez lors des rencontres Lin et Chanvre Bio, il y a 2 étés. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir réouvrir une petite unité de production en France de filature au mouillé, donc pour pouvoir faire nos t-shirts et nos chemises, sachant que on a commencé à travailler donc entre les acteurs de la filière, donc un grand nombre des membres de l'association, dont Jacques et Paul qui sont là ce soir. Et avec aussi notre filateur, avec Safilin, avec le patron de Safilin, sachant que en fait, la filature en France induit un surcoût. Et donc, il faut que nous, les marques, on soit prêts, en fait, à absorber le surcoût ou à le faire payer à nos clients finaux. Et le surcoût est assez important. Donc, on est en train de travailler là-dessus. En termes de marque, donc il y a 1083 qui, bien sûr, et il y a aussi le slip français qui s'est joint au projet. Et donc, on est en train d'établir des grilles, en fait, pour voir, en fait, en fonction du type de produit, quel serait le surcoût de la filature en France. Donc, qui permettrait donc d'avoir le coût théorique d'un produit 100% français. Voilà. Donc, on n'est pas… en fait, il faut, pour que le projet aboutisse, il faut qu'on ait un carnet de commandes qui est important, qui justifie l'ouverture d'une filature. Il ne faut pas juste qu'on ait des bonnes intentions, parce que si Safilin ouvre une filature en France, ce ne sera pas pour juste une année. Il faut qu'il ait vraiment un engagement qui lui permette d'assurer un carnet de commandes à long terme. Le projet a été pas mal mis en stand-by là, avec les événements récents. On s'est concentré sur nos problèmes les uns et les autres, donc je dois avouer qu'on n'a pas tellement avancé, mais il y a quand même des initiatives en France. Donc il y a un projet de filature de lin mouillé qui est en cours, dont Paul pourra vous parler, et il y a aussi le projet de filature qui n'est plus un projet, qui existe, de Pierre Schmitt, mais c'est une filature à sec. Donc c'est pas la même technologie, on produit pas le même type de fil, mais ça, la filature fonctionne, et donc Pierre va pouvoir proposer des produits 100% français très prochainement. Exactement. Est-ce que quelqu'un voudrait préciser la différence aussi entre filature au sec et filature au mouillé? Regarde. Peut-être Raymond, ou sinon Raymond, oui, pour la filature au sec. Un instant.
Alors, donc, la différence, c'est que la filature au mouillé, c'est un procédé qui se fait avec des fibres longues et où on va, en humidifiant les fibres, on va faire surtout des fils qui sont fins, des fils très réguliers, des fils qui ont beaucoup de brillance. Et par contre, les fils secs et ou demi-mouillés sont des fils qui sont faits avec des fibres plutôt plus courtes et qui sont en général un peu plus rudes, un peu plus rustiques, et avec lesquels on va faire des numéros qui sont des numéros plus destinés à la décoration, à des tissus qui sont plus lourds. Donc moi, je pense qu'au niveau du chanvre, ce sera probablement plus facile dans un premier temps de faire des fils secs et demi-mouillés avec des fibres plus courtes et des fibres, parce que malgré tout, le chanvre est quand même, c'est quand même une fibre qui est encore un peu plus rêche et un peu plus difficile à travailler. Moi, je vois en tant que tisseur, le lin est déjà pas une matière facile à tisser. Ben, le chanvre, c'est encore un petit peu plus compliqué. Mais par contre, ça donne un rendu de tissu. On arrive quand même à faire des tissus qui sont assez étonnants quand on voit au niveau décoration des tissus de chanvre dans des numéros lourds. Après ça, on va traiter mécaniquement. On arrive à avoir des touchés extraordinaires et avoir des rendus de couleurs qui sont uniques. Peut-être pour repréciser sur la filature, en fait, on a sur le lin, il y a trois types, de manière générale, il y a trois grands types de filature. La filature au mouillé, c'est vraiment la filature qui est caractéristique du lin et du chanvre aussi, en utilisant la fibre libérienne, la fibre longue, dans le sens de la longueur, en gardant toujours le parallélisme des fibres depuis la plante qui est ramassée. Elles sont toujours gardées parallèles à toutes les étapes de la récolte et du travail industriel jusqu'au fil. On le dit mouillé parce qu'en fait, après avoir affiné une mèche en mélangeant différents types de lin et puis le chanvre, et en affinant, on fait une mèche, et cette mèche, on la passe dans une sorte de grosse lessive, une étuve, où dans de l'eau chaude et avec de la lessive, on va fragiliser, ramollir les cols, les pectines qui collent les fibres entre elles dans les faisceaux de fibres. Et ça va permettre ensuite, sans sécher cette mèche, de passer sur la filature, donc l'extrémité, les continues affilés, pour sortir un fil et l'affiner. Et ça permet de faire glisser les faisceaux de fibres plus facilement du fait que ces pectines sont un peu dissoutes, ramollies par l'étuve. Ça, c'est la filature au mouillé. La filature à sec, on est plus sur un process de type filature de laine, où on a un peignage, un cardage, et on affine. Alors, on dit demi-mouillé, c'est-à-dire qu'on a un process de filature à sec. On ne passe pas en étuve, mais par contre, on passe dans un bain humide pour quand même, à la filature, avoir, grâce à l'eau, un ramollissement et pouvoir tirer un peu plus sur la finesse. Ceci, en filature au mouillé, on va chercher des titrages en standard autour du numéro métrique 24 ou du numéro 26. On peut monter jusqu'au numéro métrique 50 un peu exceptionnellement avec des très très beaux lins et faire à partir du numéro 18 ou du 20 très facilement. En filature à sec, on peut faire des fils de numéro métrique 12 classiquement et monter jusqu'au 20 en demi-mouillé avec des très très belles matières. Et puis ensuite, le troisième type de filature, qui est ce qu'on appelle l'open end, qui est plus utilisé pour le coton. C'est un process fibre courte, où là, pour le coup, on travaille. Alors, sur le coton, c'est des fibres qui sont très régulières, toutes identiques, donc il y a très peu de main-d'œuvre, il y a très peu d'irrégularités, et on sort directement le fil à partir En fait, on entortille les fils avec un jet d'air, et ça sort directement un fil. On peut faire du lin avec cette technique-là, à condition de raccourcir les fibres. C'est cette technique qu'on utilise sur le chanvre quand il est rouillé à l'eau et qu'on fait de la fibre courte cotonisée. Donc, quand on parle souvent de cotoniser, c'est ce process-là qui permet que le process de filature soit moins coûteux, parce qu'on a parlé de la filature mouillée, c'est énormément de main-d'œuvre, plus de 10 fois plus que l'open end en coton. La filature à sec, c'est un peu moins de main-d'œuvre. La filature open end, c'est encore beaucoup moins de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, en France, du coup, quelles sont du coup les propositions pour une marque qui voudrait se lancer en France et qui voudrait vraiment avoir toutes ces étapes complètes en France? Donc, j'imagine qu'il faut choisir un certain type de produit et peut-être se résoudre à ne pas en faire certains.
Donc, quelles sont les propositions qu'on pourrait avoir en France? Alors, Pierre devait nous rejoindre et puis il a eu un empêchement, donc il nous manque le filateur français d'aujourd'hui. Globalement, donc on l'a vu, la filature, c'est un process qui nécessite énormément de main-d'œuvre, donc c'est forcément dans l'industrie textile une des étapes qui est d'une part très loin du consommateur et difficile à valoriser pour le consommateur, et d'autre part très coûteuse en main-d'œuvre, donc ça a été beaucoup délocalisé. Il n'y en a plus en France. Pierre en a réouvert une fin 2019 en filature à sec, en s'associant à Schlumberger, qui est un fabricant français, qui est le leader du matériel de filature, donc filature à sec. Et donc Schlumberger et Pierre, avec l'entreprise Emmanuel Lang, qui est un tisseur qui a l'habitude de travailler du lin, ont repris du matériel de filature à sec d'une filature en Hongrie qui avait fermé et remis en place une filature à sec en France pour le lin. Donc c'est un procédé, mais qui est plus destiné non pas à vendre le fil comme un filateur, mais à vendre le produit fini, enfin le tissu fini en tout cas, avec toutes les étapes, puisque alors je vais essayer de présenter Pierre Schmitt à sa place, c'est difficile parce que j'ai pas sa verve, mais Pierre a repris l'entreprise Velcorex et il s'est bagarré pour que cette entreprise ne parte pas à la ferraille, parce que c'était le plan initial. Donc il s'est bagarré pour reprendre cette entreprise, la redresser. Il a repris aussi Emmanuel Lang, qui est un tisseur. Alors Velcorex, c'est un acteur du velours, donc l'anoblissement haut de gamme. Velcorex, il y a aussi d'autres entreprises dans ce qu'on appelle le groupe Pierre Schmitt, même si c'est pas un nom officiel. Filéa, Tissage des Chaumes. Voilà. Et Pierre a développé une marque qui s'appelle Matières Françaises, justement pour mettre en avant des matières écologiques et locales, dont le lin, le chanvre. Il travaille aussi sur l'ortie et d'autres matières. Voilà. Oui, l'idée c'est d'avoir une complète, une verticalité totale du coup du champ, de la plante, de la fibre jusqu'au produit. C'est ça. C'est ce que dit Pierre de manière continue depuis 2015, bien avant que ce soit à la mode. Il avait commencé à le faire et il avait déjà démarré cette filature juste avant le Covid, donc fin 2019. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'actualité. Il est moins traité de fou qu'il ne l'était il y a quelques années quand il avait commencé. Donc c'est une intégration. Depuis le lin qu'on a déjà en France, Pierre est associé à Terre de Lin qui fait du lin et qui le taille et qui le peigne en Normandie. Il le file donc en Alsace, il peut le tisser avec Emmanuel Lang, il peut l'anoblir avec Velcorex, il peut le valoriser dans le très haut de gamme avec des tissages un peu originaux chez Filéa ou Tissage des Chaumes, et proposer un produit aux marques et aux fabricants qui soit totalement français. C'est un peu le pari de Matières Françaises. Pour revenir sur les filatures, il y a un autre projet qui a été annoncé récemment en Normandie, Marion en a parlé un peu tout à l'heure, par un acteur normand de l'agriculture, qui est Natup, qui porte un projet de filature eau mouillée, qui doit en principe ouvrir en 2021. Donc on est tous dans l'attente de ce projet-là. C'est un gros pari parce que c'est techniquement difficile de faire de la filature eau mouillée, c'est économiquement difficile, mais on peut espérer qu'il y a un marché. Il y a aussi un projet de filature de laine qui est annoncé en Occitanie, donc on sent que le terme de filature est redevenu à la mode en France, on s'en réjouit tous. Et donc ce qu'on avait appelé l'impossible il y a quelques années, peut-être bien qu'en 2020 ça va devenir possible. Il y a aussi d'autres projets, mais qui sont encore en étude de faisabilité et pas encore, il n'y a pas de communication dessus et c'est pas du tout certain que ça se fasse. J'ai justement une question, on me demande si on peut mélanger du coup le lin, le chanvre, la laine dans un seul fil. C'est une question de Anne. Qui veut répondre? C'est plus un tisseur. Raymond peut-être? Mais... Moi, en mélange intime, je ne sais pas. Moi, je suis en train de faire des tests lin-laine en double face, mais en mélange intime dans le même fil, je ne sais pas du tout. Ok, les mélanges sont possibles. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus, entre autres pour la déco, on utilise des mélanges lin et laine. Aujourd'hui, c'est des fils qu'on trouve facilement sur le marché. C'est des fils c'est des fils plus fantaisie, mais ça permet de faire pas mal de choses. Et de plus en plus, il y a aussi des mélanges qui se font avec du chanvre, avec
tout dépend un petit peu de quelle est l'utilisation, quel est le produit final. Nous, ce qu'on constate, on a fait quand même aussi des essais avec de l'open-end en chambre et avec ces fibres courtes qu'on va finalement travailler par le procédé open-end. C'est certainement économiquement, c'est des fils qui sont économiquement, ils sont moins chers que les fils faits dans la filature traditionnelle. Mais par contre, ça donne un fil qui est tout à fait égal, qui n'a plus la structure typique du lin ou du chanvre, avec les grosseurs, avec la variabilité du fil qui fait finalement le charme et la particularité du tissu de lin ou du tissu de chanvre. Et justement, avec ces questions de filature, on a abordé une question qui est arrivée très souvent après des interrogations, en tout cas du consommateur, qui est arrivée après le confinement, pendant le confinement et après, qui ont été déclenchées par le Covid. C'est aussi cette envie de local, de proximité, de relocalisation, donc plusieurs mots sont utilisés. Donc, suivant aussi la structure qu'on a, la marque ou l'usine de tissage, on peut ou pas le faire, ou on reste en Europe, ou on a grandi en Euromède. Et du coup, j'aurais aimé savoir déjà, d'une part, cette envie de relocalisation et de proximité, comment l'appréhendez-vous dans la Fédération du prêt-à-porter? Est-ce que c'est quelque chose qui a été très visible justement auprès des marques? Est-ce que vous avez vu un revirement sur certaines marques qui n'étaient pas en production française ou européenne et qui ont voulu justement rapatrier cela? Oui, alors il y a eu un double mouvement concernant le lin en particulier. Hein. C'est que ça fait quand même une dizaine d'années, en tous les cas, que on a vu du lin apparaître dans les collections et grandir. Et puis, il y a eu en parallèle un autre mouvement lié à la RSE, dont le lin a profité comme étant une des fibres emblématiques de la responsabilité sociale et économique des entreprises. Donc, moi, ça fait 4 ans maintenant que je suis président de la Fédération du prêt-à-porter féminin, et il y a 4 ans, j'ai décidé que la RSE faisait partie des priorités de notre fédération, avec le soutien bien sûr du conseil d'administration. Donc, il y a 4 ans, on a fait la première étude sur le développement durable et la mode. On a créé un certain nombre de petits groupes de travail pour pouvoir améliorer les pratiques des entreprises. Nous avons publié un premier guide sur les approvisionnements responsables, dans lequel évidemment le lin était mis en avant comme étant une des fibres les plus responsables qui existent aujourd'hui sur différents aspects. Donc, ça a été une première étape nous concernant. Ça a donné lieu ensuite à énormément d'émulation, ce guide. Donc, il y a eu énormément de nouveaux groupes de travail qui se sont mis en place avec des petits, avec des gros, avec des partages de bonnes pratiques, etc., pour pouvoir essayer de donner encore plus d'ampleur à cette situation. Maintenant, on passe à une étape suivante. Cette année, nous mettons en place une plateforme green sur le site de la Fédération en fin d'année pour pouvoir justement partager avec l'ensemble des marques tous les acteurs qui peuvent permettre à une entreprise d'être plus responsable à différentes étapes de la chaîne de valeur qui nous intéressent dans le domaine de l'habillement. Et l'année prochaine, nous sortirons un guide sur l'éco-conception, où là aussi, la question des matières sera évidemment totalement au cœur de cette histoire. Donc, il y a une vraie demande de la part des chefs d'entreprise aujourd'hui. Ce n'est pas simplement sous la pression des consommateurs. Je pense qu'il y a vraiment au sein de la fédération un certain nombre de chefs d'entreprise aujourd'hui engagés qui insistent sur le fait qu'ils doivent vraiment améliorer leurs pratiques. Beaucoup d'entreprises, 80% en général des nouvelles entreprises qui rejoignent la Fédération du prêt-à-porter féminin ont un engagement responsable extrêmement fort. Donc ça, c'est aussi assez marquant. Et pour ces marques-là, le lin est évidemment, c'est dans leur ADN. Enfin, il y a une partie de leur collection qui doit se mettre en place, d'autant qu'il y a de plus en plus de marques qui font de l'homme et qui font de la femme.
Le lin a été beaucoup utilisé dans l'homme, il l'est de plus en plus dans la femme aussi. Donc, c'est aussi une de ces fibres no gender, entre guillemets, qui prend beaucoup d'ampleur dans une partie des collections de toutes ces marques responsables. Tout à fait. Jacques, tu voulais rajouter quelque chose? Tout à l'heure, tu as levé la main. Je voulais demander justement à Pierre-François Lelouet et à Ludovic, est-ce que les consommateurs sont prêts à payer plus cher? Là, comme Marion a expliqué tout à l'heure qu'il y aurait un différentiel de coût quand même quand tout sera 100% français, quand la filature sera française. Croyez-vous que les consommateurs sont prêts facilement à payer la différence? Moi, je pense que ça passe par quand même un accompagnement. Parce que c'est vrai que là, bon, voilà, on est un peu entre nous et nous, on est tous un peu convaincus du lin et des fibres naturelles. Mais c'est vrai que pour un marché qui a quand même été habitué à une certaine perception de prix, voilà, où il y a de gros acteurs, où il y a une certaine saturation, il y a eu beaucoup de, voilà, une certaine guerre des prix depuis beaucoup de temps. Ça a peut-être placé le curseur prix un peu bas. Et si aujourd'hui, quelqu'un comme Monoprix, qui a l'habitude de proposer des chemises en lin à un certain prix, d'un coup propose le double, sans rien expliquer, forcément, il y aura une incompréhension et ça ne va pas marcher. Donc, ce qui, pour moi, voilà, si demain on propose des gammes plus chères, il faut faire un vrai travail d'accompagnement autour de la gamme qu'on propose, autour de l'histoire, de ce qu'il y a derrière. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que le marché et le consommateur est beaucoup plus à l'écoute qu'avant et qu'avec cet accompagnement, ce qui n'était pas possible il y a quelques années encore devient possible en termes de prix de vente. Voilà. Donc en tout cas, chez Monoprix, c'est un peu notre combat, c'est de toujours motiver ce qu'on fait qui va dans ce sens-là et l'expliquer aux consommateurs. Oui, pour compléter, il y a des études de l'Institut français de la mode qui portent sur le sujet et qui ont montré constamment depuis une dizaine d'années qu'en tous les cas, en termes de déclaration, les consommateurs étaient prêts à payer plus cher que par le passé un produit de qualité et un produit made in France. En gros, à chaque fois, on retombe sur les mêmes chiffres, c'est-à-dire 10 à 15% plus cher. Donc, et malheureusement, ça ne suffit pas. Donc, donc, il y a encore du travail évidemment à faire. Une des chances que l'on a, c'est qu'à côté de cette prise de conscience généralisée de la part du consommateur, je disais, il y a une prise de conscience des marques. Et les marques savent maintenant qu'elles doivent moins produire. Elles savent qu'elles doivent réorganiser leur collection. Elles savent qu'elles doivent éditorialiser leur collection. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire éditorialiser une collection? Ça veut dire ne plus faire une collection qu'on va livrer une fois par an en début de saison, parce que ça, malheureusement, le consommateur, ça l'ennuie et il a besoin de nouveautés. Mais ça veut dire réorganiser, restructurer sa collection, à chaque fois en racontant une histoire sur les capsules qui sont livrées et qui sont produites en plus petite quantité que simplement une livraison où on va commander 18 mois à l'avance énormément de choses. Parce que quand on est plus proche du marché, on vend mieux. Donc non seulement on produit moins, on vend mieux, mais en plus on a quelque chose à raconter. Et c'est ce quelque chose à raconter, c'est ce storytelling autour du produit qui est absolument indispensable et qui est drivé aujourd'hui par une consommation de plus en plus digitale. Donc concrètement, sur Instagram, quand on est une marque et si on veut capter sa clientèle, il faut lui raconter des choses. Si on n'a rien à dire, on capte personne. Or, bonne nouvelle, avec le lin, on a plein de trucs à dire. On a des jolies photos à faire dans les champs de lin, cher monsieur. On a toute une filière à raconter avec des étapes qui sont assez bien identifiées et sympathiques. Donc, et en plus, on a du joli produit derrière. On a des gammes de coloris, on a de l'irrégularité, on a de la personnalisation, on a une fibre qui vit également. Donc, cette histoire autour du lin, je pense que ça fait partie de ces qualités aussi pour être considéré comme une fibre contemporaine en intégrant le fait, en tous les cas, les méthodes de travail d'aujourd'hui des marques et pas celles d'il y a quelques années. Et
Marion, tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'ai senti que tu voulais. Moi, la seule, en termes de. Après, enfin, moi, vraiment pour l'instant, je ne communique pas beaucoup, pas assez. J'ai quand même eu l'occasion de proposer des produits, les mêmes produits en lin conventionnel et en lin biologique. Moi, mon objectif, c'est de ne vendre que des produits en lin biologique, mais je n'avais pas suffisamment de lin en fait pour pouvoir n'utiliser que du biologique. Et donc, mes produits en lin biologique sont plus chers que mes produits en lin conventionnel. Et il y a un vrai engouement. Donc, le prix est vraiment plus important et les gens achètent principalement les produits en lin biologique. Et ça, j'ai trouvé que c'était très, très rassurant. J'étais vraiment agréablement surprise, sans que je fasse de pédagogie ni quoi que ce soit. J'ai juste annoncé que je proposais mes produits dans les deux, sans expliquer pourquoi, sans expliquer en quelle quantité. Et les gens achètent principalement les produits en lin biologique. Donc, avec un prix qui est plus élevé. Ça, je trouve que c'est vraiment très encourageant. Moi, j'ai pas forcément une une question anecdote de à prix, vous alors. raconter alors, je ne parle pas des produits de votre marque, madame, mais que je ne connais pas bien. Mais je sais que j'ai acheté un produit moche, mais que j'étais content d'acheter parce qu'il était en lin. Et ça, dans l'univers de la mode, je peux vous assurer que c'est extrêmement rare. Donc, si en plus on est capable de faire, et c'est souvent le cas heureusement, des jolis produits avec une fibre comme celle-ci, je pense que la force du storytelling autour du lin est extrêmement puissante et que du coup on aura de très beaux jours devant nous pour pouvoir utiliser au mieux cette fibre dans l'avenir. Tout à fait. Et surtout qu'en plus, quand vous parlez de storytelling, on a toute une filière où on peut aussi rencontrer les personnes, montrer les personnes qui agissent. Et je pense qu'aujourd'hui, même le consommateur a envie de savoir où a poussé cette fibre, comprendre comment elle a été filée, tissée, etc. Et dans ce cas-là, on découvre de nouveaux visages et des nouveaux métiers qu'on ne soupçonnait même pas. Donc ça fait partie aussi de toute une filière aujourd'hui dont les gens s'intéressent en fait. Et puis peuvent comprendre aussi le prix. Je pense qui est du coup plus important. Oui, Paul. Oui, c'est vraiment la spécificité du lin quand on habite en France, c'est qu'on peut prendre une voiture et quitter un défilé de mode à Paris et en quelques heures faire le tour de l'ensemble des acteurs de la filière. Donc pas pour rien qu'on a appelé cette table ronde fibre longue, circuit court. Parce que dans la mode, cette notion de circuit court et de circuit court de proximité est vraiment très très rare. On est dans la mode au contraire un circuit d'achat qui est très long avec énormément d'acteurs et d'intermédiaires et des distances géographiques qui sont souvent colossales. Donc avoir un produit qui pousse en Normandie, qui va être fabriqué localement en Belgique, en Pologne ou en France pour arriver chez un consommateur à Paris, le tout dans un périmètre aussi court, dans le textile, c'est vraiment extrêmement rare, c'est 0,01% de l'offre. Le standard du textile aujourd'hui, c'est de faire le tour de la Terre 1 ou 2 fois. Mais il faut quelquefois, parce que l'envie de proximité est très présente. Par exemple, chez Monoprix, vous me disiez que votre envie de rapprocher vos unités de production était présente, mais tout n'est pas possible en France et tout peut être compliqué, même si l'envie est très présente. Donc, comment voulez-vous, justement, après le Covid, c'est un de vos questionnements, parce que j'imagine que ça a été compliqué pendant cette période-là, quand on a une production si lointaine. Donc, quelles sont vos démarches futures justement sur ce point-là? C'est vrai que c'est un gros défi pour nous. Il y a des marchés qui ne sont pas forcément matures pour être produits à grande échelle en fait, et pour suivre des commandes et des productions à grande échelle. Et le lin français en est un exemple. Mais nous, en tout cas, c'est vrai que si je peux témoigner dans ce sens-là, c'est ce qui drive notre sourcing, c'est ce qui drive nos envies, c'est de faire des productions plus proches, parce que c'est tout bête ce que je vais dire, mais ça a été peut-être un peu perdu. Tiens, j'ai plus de lumière, je vais rallumer après. C'est que en fait, c'est tout simplement plus logique, c'est plus responsable. Et c'est aussi quelque chose qui plaît à notre consommateur en plus. C'est une volonté de marque, mais c'est aussi une volonté de consommateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on propose un produit un petit peu plus cher, mais qu'on indique au consommateur qu'il a été produit plus proche, le produit est plus intéressant. Et donc, voilà, c'est tout simplement redéfinir les modèles traditionnels d'approvisionnement textile
Et c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile. Il y a des produits qui peuvent être très facilement nourris depuis l'Italie, typiquement, ou depuis le Maghreb, qui a un tissu industriel encore très développé. Mais il y a des produits sur lesquels c'est plus compliqué. On fait un défi tous les jours et plus vous faites des produits différents et plus c'est compliqué. Et nous, on fait beaucoup de produits. Donc forcément, c'est en participant à des salons, en suivant toutes ces initiatives comme celle d'aujourd'hui, mais plein d'autres, qu'on arrive petit à petit à changer notre sourcing, nos approvisionnements. En tout cas, c'est notre volonté. Du coup, est-ce que vous avez déjà planifié une manière de le faire? Est-ce que vous vous dites, on va prendre ce produit-là ou cette matière-là et on va essayer petit à petit de chercher un substitut, de Ouais, on chercher essaye. quelque chose? En fait, on essaye un peu tout. Typiquement, il y a un hackathon, je sais pas si voilà, qui va être fait par Première Vision là début septembre, qui prennent des produits qu'on fait nous et et voilà, il y a une espèce de groupe de travail qui cherche, ok, comment je peux faire ça en France ou comment je peux faire ça en proche import. Et voilà, donc ça passe par plein de petites initiatives comme ça. Ça passe aussi par voilà, s'intéresser au développement de nouvelles filières ou de filières historiquement qui ont été désindustrialisées, qui ont été délocalisées et qui se reconstruisent aujourd'hui. Donc, il n'y a pas un plan fixe. En fait, il y a plein de solutions différentes selon les produits qui sont concernés. Il y a des marchés comme le linge de maison aussi qui est un peu plus facile. Il y a des marchés un peu plus difficiles. Voilà, c'est un peu une réponse vague que je vous fais, mais ça dépend vraiment de tous les produits que vous avez à sourcer, quoi. Mais il y a une réelle envie, c'est déjà ça. Ouais, complètement. C'est logique en fait. Je veux dire, ça va dans le sens de nos consommateurs, mais aussi dans le sens d'un achat responsable et d'un achat responsable. Mais c'est vrai que le consommateur peut être impatient et peut avoir envie et se dire aussi, mais pourquoi ça avance pas plus vite? Pourquoi l'industrie textile ne met pas plus de fibres végétales, ne met pas plus de fabrication française, ne met pas plus Ouais, de… parce qu'il Parce suffit que pas du de coup, le vouloir l'envie en est fait. là. Et oui. Ouais, il suffit pas de le vouloir, c'est vrai. Il faut réussir à se connecter avec les bons industriels. Il faut réussir à se connecter avec les bonnes filières et les travails des fédérations sont très importantes pour nous et nous accompagnent beaucoup là-dessus. Et c'est vrai qu'il ne suffit pas d'avoir envie, il faut aussi réussir à être accompagné au bon moment pour les industriels. Pour les marques, c'est pas toujours facile. Il y a clairement un problème qui est lié, bien sûr, au prix, hein, et avec la vague de chômage qui s'annonce et la baisse du pouvoir d'achat de beaucoup de Français, il faut quand même avoir conscience que tout le pari qui est fait aujourd'hui par des marques d'augmenter leur prix en relocalisant une partie de leur production, c'est un pari pour beaucoup d'entre elles parce qu'il va y avoir malheureusement une pression sur le pouvoir d'achat qui va être extrêmement forte. Mais on pense aussi que la vague verte, elle est plus forte que cette pression sur le pouvoir d'achat et donc on y croit évidemment, hein. Nous, aujourd'hui, la plupart des façonniers français qui sont aussi rassemblés au sein de la fédération que je représente travaillent quasiment exclusivement pour des marques de luxe. Il y en a extrêmement peu qui travaillent pour des marques de luxe abordables ou pour des marques de distribution. Mais il y a cette initiative portée par Première Vision, le défi, la maison du savoir-faire, qui va avoir lieu sur le salon Made in France, effectivement, en septembre avec ce hackathon. Nous-mêmes, nous sommes en train nous avons mis en place une initiative qui s'appelle Produire ensemble, où on a identifié 5 marques qui ne fabriquaient pas du tout en France et on les met en relation avec des fabricants pour les permettre y compris des fabricants textiles, pour pouvoir commencer un chemin de relocalisation en France de la production. Il faut être aussi extrêmement attentif à cette question de la France. En tous les cas, moi, je suis extrêmement précautionneux parce que je ne veux absolument pas qu'on tombe dans un discours franchouillard, nationaliste, qui ne me convient à titre personnel et en tant que président des fédérations absolument pas. Donc, je pense aussi beaucoup à nos voisins européens. Je pense qu'il y a une dynamique européenne autour de la relocalisation en Europe qui doit se mettre en place et que c'est ensemble qu'on y arrivera et ce n'est pas chacun dans nos petites chapelles respectives. Donc voilà, en tous les cas, les choses avancent dans le bon sens à plusieurs étages de la filière et on ne peut que s'en réjouir. Mais la route est longue. Oui, c'est plus une question de bon sens parce que si par exemple on est proche comme par exemple la marque Opal qui est située à Biarritz,
travaille beaucoup avec le Portugal, avec l'Espagne. Donc, c'est quand même une production de proximité, même si elle n'est pas française. Voilà, mais surtout, il faut aussi avoir de l'impact et il faut qu'on arrive collectivement à faire comprendre que ces initiatives de relocalisation ne sont pas faites que pour des petites marques qui font des petites séries, mais que, comme Monoprix, comme d'autres, la relocalisation est possible et donc il faut travailler sur les conditions de cette relocalisation pour faire en sorte que pour avoir un impact plus important, nous puissions engager avec nous des acteurs beaucoup plus puissants de la distribution et des marques plus puissantes pour avoir un réel impact sur l'ensemble de la filière. J'ai trop parlé, je dois malheureusement vous quitter. J'ai un autre engagement malheureusement, mais je vous remercie beaucoup pour cette discussion. Merci Marion et à vous tous pour votre engagement. Merci. Au revoir. Paul, tu voulais rajouter quelque chose? Sinon, j'ai une question qui est intéressante d'une personne qui m'a dit, mais qu'est-ce qui pourrait aider justement les marques à bien relocaliser? Je crois que ça rejoint ce que disait Pierre-François. Alors, Pierre n'est pas là, mais c'est quelqu'un qui aurait énormément à dire sur ce sujet parce que ça fait plus d'années que tout le monde qui se bat pour relocaliser de l'industrie. Et on a aujourd'hui une situation où on a une place de la mode de Paris qui est très forte internationalement. Il y a beaucoup d'ordres qui partent de Paris. Sur le lin, c'est un peu spécifique, mais sur le lin, on est un leader mondial. Mais entre les deux, au niveau de l'industrie textile, en 30 ans, on a divisé par 10 ou plus l'emploi et on a perdu des pans entiers de l'industrie. Donc aujourd'hui, on a quasiment plus ou très très peu de capacité, de quantité de fabrication industrielle sur le territoire. Donc aujourd'hui, si un acteur comme Monoprix dit tiens, demain, ce que je fais en Chine, je mets le même volume en France, c'est juste ça passe pas. Donc il faut reconstruire, on peut pas construire en un jour. On peut aller relativement vite parce qu'il y a des outils, mais il faut avoir cette vision-là, cette volonté, et on ne peut pas mettre un outil industriel en place pour un client une saison. Donc il faut vraiment ajouter du temps long là-dedans, et c'est compliqué quand il y a très peu d'acteurs. Mais c'est vrai qu'il y a une demande, et nous, alors avec l'important, on est arrivé en février avec une offre de t-shirts en grande série en France en lin bio, et moi j'ai été très surpris par la quantité d'acteurs que j'attendais pas avant des années, avec des très gros volumes potentiels, qui sont venus voir. Tous ont évidemment la question du prix en tête, parce que ça va être compliqué, mais tous ont envie d'avoir au moins une partie de relocalisation. Et donc il y a vraiment quelque chose de fort, mais une des clés pour arriver à régler ce problème de prix, c'est qu'aujourd'hui, la différence de prix entre une fabrication française et une fabrication en Asie, il y a une part qui est la différence du prix du salaire, évidemment, mais il y a une part au moins aussi importante qui est une différence de taille d'outils industriels. C'est-à-dire qu'on n'a pas en France un outil capable de faire 5000 pièces par semaine. On n'a pas une usine comme il y en a aux États-Unis qui font 3 millions de t-shirts par semaine. Et le fait de faire de la grande série, le fait de faire du travail à la chaîne, c'est aussi ça que ça veut dire derrière, mais de faire des grandes quantités permet de diminuer les coûts unitaires très fortement. Donc quand on demande à une unité qui peut faire 150 pièces de faire un prix, elle va faire un prix qui est 3 fois plus cher par article que si elle faisait 1000 ou 3000 pièces. Et si, évidemment, sur 3000 pièces, on va être moins cher si on les fait plus loin que si on les fait en France. Mais aujourd'hui, le prix d'une fabrication en France, il n'est pas en proportion du prix du salaire, il est en proportion de quasiment 2 à 3 fois le prix du salaire. C'est-à-dire que le SMIC en France, c'est 1500 € à peu près. Le SMIC en Pologne ou au Portugal, c'est à peu près 550 €. La fabrication française devrait être à peu près 3 fois plus chère. Aujourd'hui, elle est presque 5 ou 10 fois plus chère selon les acteurs. Donc il y a aussi une échelle à retrouver, un volume à retrouver pour pouvoir travailler sur les prix. Est-ce que tu voudrais justement nous parler un peu de l'important et nous préciser quel est le projet? Donc l'important, c'est justement ça, c'est avec le lin bio pour consolider cette filière qui en est assez balbutiement. On s'est rendu compte dans l'association Lin et Chanvre Bio il y a 2 ans, 3 ans, que c'est les mêmes personnes qui viennent chercher du bio qui vont tout au bout de la démarche. Alors, le lin bio, en 2 mots, c'est pas le lin qu'on transforme en bio, c'est l'exploitation agricole qui produit du lin une fois tous les 7 ans sur une terre. Donc, toutes les productions de la ferme, que ce soit les céréales, les légumes, les fourrages pour le bétail, etc., passent en bio.
et le lin passe en bio en même temps. Donc le bénéfice, il est sur l'ensemble des cultures et pas seulement sur le lin. Sinon, sur le lin lui-même, c'est pas, il n'y a pas une différence significative d'impact entre le lin et le lin bio, comme ça l'est pour le coton ou d'autres fibres. Mais les gens qui viennent chercher du bio sur le label, sur l'étiquette du vêtement, ils viennent chercher cet engagement pour l'écologie, c'est les mêmes qui regardent l'étiquette. Et donc sur l'étiquette, il y a aussi marqué le pays de fabrication. Donc c'est les mêmes qui cherchent aussi du local, qui cherchent à avoir du sens dans leurs vêtements. Et moi, c'est ce que je soutiens depuis un moment. Avec l'important, on a décidé de répondre à cette demande-là, à la fois sur le lin bio, à la fois sur le local, et en allant chercher des donneurs un peu significatifs. Donc en faisant de la grande série. Alors, quand on démarre, on ne peut pas faire une usine de 5 millions de t-shirts par semaine, évidemment, mais en faisant un seul produit, que du t-shirt, on peut arriver à faire des séries industrielles, des séries d'au minimum 1000 pièces, avec une petite unité. Donc l'idée, c'est de reconstruire une unité qui fasse de la grande série, mais à petite échelle, avec que du lin bio. Et donc on a démarré ça, on a eu une très belle adhésion de beaucoup de gens. On a fait une campagne Ulule avec plus de 3500 personnes qui, pendant le confinement, ont pris leur carte bleue en disant « Moi, j'ai envie de soutenir ce projet, je prends 1, 2, 3, 5, 10 t-shirts. » On a 190 personnes qui ont pris 10 t-shirts, donc c'est des gens vraiment très engagés. Et on a en parallèle beaucoup de professionnels qui nous ont contactés en disant « Moi, ça m'intéresse, j'aimerais regarder », y compris des gens qui sont très très loin en prix, mais qui, dans quelques années, veulent construire un chemin pour pouvoir y aller. Et justement, on me pose la question de comment aider l'association pour justement se développer. Comment, si on a une jeune marque et qu'on a envie de se développer en lin bio, est-ce que les agriculteurs pourraient y répondre aujourd'hui? Comment les aider? À quelle échelle? Jacques, est-ce que tu pourrais nous aiguiller? En adhérant déjà. Donc tout le monde peut adhérer. Et puis en participant à nos débats, hein, parce que je crois que Bio a fait monter un peu la mayonnaise, on a bien fait développer le lin bio. Hein, c'est parce que tout le monde participe au débat et voilà. Je crois que c'est le débat entre tous les chaînons de la filière qui a fait progresser l'ensemble de la filière. Et donc, si une marque cherche du lin bio, ben voilà, adhérer et puis après, ensemble, on va y arriver. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. Mais il faut dire aussi que la progression des surfaces en lin bio continue. Hein. Donc, d'ici 2 ou 3 ans, peut-être, on aura 1500 hectares, 2000 hectares et voilà. Et un jour, on aura enfin assez de lin bio pour fournir le marché. Mais je crois que dans quelques années, le différentiel de prix sera pas excessif. Je crois que le raisonnement que vient de dire Paul est intéressant. Hein. C'est-à-dire qu'il faut le luxe fait, on dit que c'est du luxe et donc c'est payé très cher et il faudrait peut-être revenir à des choses un peu plus comparables. Bon, voilà. Mais je crois que voilà, d'ici quelques années, on trouvera du lin bio assez facilement. Et concernant le chanvre, oui. Alors, concernant le chanvre, donc c'est pas du tout la même problématique. Hein. Le chanvre, pour la France, on est en recherche-développement. Hein. Il n'existe pas de chanvre en France ou tellement peu, quoi. Et là, nous, l'action de l'Art et Chanvre Bio, c'est de faire de la recherche et développement, donc trouver une machine capable de récolter du chanvre. Ensuite, comment le passer sur les tailleuses à lin, voilà, pour faire des fibres longues. Et voilà, d'ici 5 ans, on aura peut-être quelques dizaines d'hectares de chanvre, mais on est vraiment au tout début. Hein. J'ai vraiment très bon espoir. J'ai vraiment très, très bon espoir que ça avance, hein, mais on est sur de bonne voie. Mais voilà, avant de trouver du chanvre facilement, du chanvre français facilement, il se passe encore du temps. Raymond, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Ben moi, je pense c'est là où il faut souligner le travail que fait l'association et toute l'équipe de l'association. Bon, Jacques, tu es un passionné, tu as toujours poussé à la charrette, mais c'est grâce à des gens comme vous et en travaillant dans le même but, que ce soit au niveau de l'agriculteur, du tailleur, du filateur et du tisseur, qu'on arrive à avancer. Et c'est vraiment des choses concrètes. Au niveau du chanvre, on doit repartir à zéro. Il faut retrouver les bonnes variétés,
il faut reconstituer le matériel de récolte, donc c'est toute une filière qu'il faut reconstruire, et ça prendra du temps, mais quand on voit la demande, comme la demande pour des fibres plus propres est importante et va continuer à augmenter, le chanvre aura toute sa place. Et moi, je ne doute nullement que à plus long terme, le chanvre sera aussi présent que le lin, et il n'y a pas de raison, quand on voit dans le passé, quand on voit le nombre de filatures, le nombre de tissages qu'il y avait partout dans le monde, on faisait du chanvre, il y avait d'énormes tissages aux États-Unis. C'était une fibre qui était utilisée, qui avait toute sa place dans le monde textile. Et c'est finalement le lobby du nylon, c'est Dupont qui a coulé cette industrie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en l'associant aux drogues, et alors que ça n'avait rien à voir. C'était simplement pour pouvoir imposer son nylon. Donc aujourd'hui, c'est un retour à ce qu'on a connu avant, et le chanvre aura tout son potentiel à l'avenir. Et puis peut-être même qu'une fois qu'on aura réussi à réinstaller un chanvre textile, on s'attaquera à une autre fibre à nouveau, et puis la création est infinie. Toi, tu voulais dire qu'en rajouter plus, quelque chose? le chanvre comme pour la culture, c'est une culture assez facile à faire, hein, et en plus, c'est très bon pour le sol. Hein. Donc, dans un assolement, ça va très très bien ensemble avec toutes les autres plantes de blé et de lin, et puis qui restructure le sol. Donc, c'est une très très bonne plante, et c'est vraiment une plante qui a toutes les qualités. Voilà. Simplement, comme vient de dire Raymond, on a oublié la mécanisation, et donc on a tout à faire, mais ça va. Voilà, on est des précurseurs et on va bientôt y arriver. Et c'est écrit derrière Jacques, donc il ne peut pas le lire, mais il y a marqué « Ici poussent les jeans de demain », parce que c'est vrai qu'il y a encore énormément à faire pour mécaniser, pour remettre en place les outils industriels sur le chanvre, mais on a déjà travaillé 4 ou 5 ans sur des tests de toutes les variétés qui sont autorisées en chanvre aujourd'hui. Sur les différentes étapes, on a testé que le rouissage se passait bien, on a testé que l'enroulage, que le retournement au rouissage se passait bien, que le taillage se passait bien sur les machines à lin à condition d'amener le chanvre dans les bonnes conditions, que la filature se passait bien. On a dans l'association fait des tout petits tests en toute petite quantité, mais avec un fil de chanvre de très bonne qualité qui serait par exemple tout à fait convenable pour faire une belle toile de jean. Et donc, on a déjà validé beaucoup d'étapes au niveau de la R&D. Donc, Jacques est un peu modeste quand il dit qu'on est encore au stade de la R&D. C'est vrai, mais on a tous les voyants de la R&D qui clignotent au vert. Donc là, on est plus à l'étape de mise en place de la filière et de mise en place des outils pour passer de ce qui est validé en labo, ce qui est validé en R&D en petite quantité, de le passer à plus grande échelle. On espère que d'ici quelques années, alors on va se bagarrer sur le chiffre, si c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans, mais dans quelques années, on pourra avoir des quantités importantes de chanvre poussées en France et peut-être transformé en France sur les mêmes process que la filière lin pour la piste qu'on développe. Mais il y a aussi d'autres projets dans le sud de la France où ils ne peuvent pas rouir au sol, par exemple, ou dans l'est de la France avec d'autres techniques. On a vu le chanvre cotonisé ou d'autres process qui sont aussi très prometteurs. Donc on va certainement avoir du chanvre un peu plus bientôt. On peut citer d'ailleurs Pierre Amadieu, j'imagine que c'est lui qui parlait dans le sud-ouest de la France, qui travaille et qui est membre du coup de l'association. Il n'est pas tout seul dans le sud-ouest, mais, entre autres. fait partie des gens qui s'acharnent depuis des années à développer quelque chose qui est très prometteur et qui a déjà permis de sortir des fils d'une qualité tout à fait honorable avec une matière dont on pensait qu'on pouvait guère faire que du papier avec, alors qu'il a fait des fils de très bonne qualité possible un habillement. Donc c'est une piste qui est très prometteuse et l'association Lin et Chanvre Bio est à l'écoute de tout ce type de pistes, y compris des pistes hors France, par exemple en Italie ou en Belgique, qui travaillent aussi sur d'autres projets avec le chanvre. Mais le lin bio, le lin bio et le chanvre, c'est deux choses assez différentes. Le lin bio, on est au tout début d'une transformation du bassin agricole qui fait du lin vers la bio, mais le lin bio ou le lin, c'est les mêmes outils, c'est les mêmes techniques, et le fil, il a les qualités textiles.
La différence, c'est l'impact au champ de la conversion au bio du bassin agricole. Alors que sur le chanvre, on est vraiment sur le développement d'une nouvelle filière. Il y avait une question dans les commentaires sur l'utilisation de la longueur du champ, parce qu'en fait, la plante de champ, pour ceux qui la connaissent dans les champs, elle fait à peu près 2 mètres, alors que le lin fait 1 mètre. Et donc voilà, c'est une question extrêmement compliquée. Ça fait plusieurs années qu'on cherche comment faire pour faire 1 mètre avec 2 mètres. Et ça paraît simple. Mais une machine agricole qui coupe un bâton de 2 mètres pour faire 2 bâtons d'1 mètre, voilà, ça paraît simple, ça allait un peu plus si on veut faire quelque chose en grande quantité, mais c'est le gros enjeu aujourd'hui sur le chanvre, c'est celui-là, pour amener le chanvre et la totalité de la plante, qui fait effectivement à peu près 2 mètres, sur les outils lin qui sont prévus pour une plante qui fait à peu près 1 mètre. Pour plus de détails, on peut renvoyer sur l'Instagram de Lin et Chanvre Bio où depuis le 13 juillet jusqu'à aujourd'hui, on publiait des interviews justement de différents acteurs de la filière. Donc, si vous voulez un peu plus en savoir sur la technique, je pense qu'il y a plusieurs acteurs qui pourront vous l'expliquer dans ces vidéos. J'ai une question, alors intéressante. On me dit, peut-on repartir sur les technologies pré-Seconde Guerre mondiale pour relancer la filière chanvre? 80 ans, c'est pas si vieux. Raymond voulait répondre. Moi, je réponds non. Parce que les techniques, il faut absolument la mécanisation. Donc, autrefois, on savait très bien faire du chanvre, c'est vrai, mais tout est manuel. Et le rouissage, par exemple, se faisait à l'eau dans les rivières, dans les bassins. Et donc, ça, c'est complètement interdit aujourd'hui de faire de rouissage avec l'eau de rivière. Donc, il faut forcément des techniques plus modernes. Donc, le rouissage au champ s'impose parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et après, il faut des machines, la mécanisation pour récolter, sans faire à la main. Les Chinois continuent à faire des grandes quantités de chanvre, mais ils font encore beaucoup, beaucoup de choses à la main, que nous, c'est impossible qu'on fasse des choses à la main. Donc, il faut vraiment améliorer la mécanisation. Justement, pour votre travail du chanvre, vous avez reçu un trophée de la bioéconomie avec votre jean aussi, c'est bien ça? Oui, un petit clin d'œil que nous a fait le ministre de l'Agriculture de nous donner un trophée de la bioéconomie. On a montré notre premier jean en chanvre et voilà. Donc, tous nos projets et ce qui a été mis à l'honneur, c'était toute la filière, justement, depuis l'agriculteur jusqu'au fabricant de jeans. C'était ça qui était intéressant et que tu as mis. C'est pour ça qu'on a eu le petit coup de cœur. Voilà. On arrive presque à la fin ça fait quand même 1h30 qu'on discute et qu'on échange, c'est passionnant. Est-ce que du coup, quelqu'un aimerait rajouter quelque chose? On sort d'une période assez compliquée aussi, où 4 mois à l'arrêt dans le monde entier. Donc, il y a eu des effets très négatifs aussi dans le textile, mais aussi c'est peut-être une période qui a poussé à la réflexion et qui a peut-être du coup amené du positif. Et donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la filière aujourd'hui pour qu'elle s'améliore et qu'elle arrive à fonctionner comme elle le souhaiterait? Moi, je peux faire ma petite conclusion, le premier, si tu veux. Moi, je crois, on peut dire que dans la crise, puisque tu parlais de la crise, nos matières de lin bio et de chanvre, enfin de lin bio surtout, s'en sortent beaucoup mieux que les autres. Voilà. Et donc, ça veut dire quand même que dès qu'on fera de la qualité, on s'en sortira un petit peu mieux que la crise. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Voilà, et ensuite, moi, on l'a déjà dit plein de fois là dans cette heure et demie, mais voilà, remercier toute la filière parce que c'est grâce à toute l'accumulation de chaque défaut de chacun, de chaque maillon de la filière pour réussir. Voilà. Et là, d'ailleurs, je suis très content de saluer Monoprix qui s'est joint à nous parce que c'est un maillon qui nous manquait. Donc, si on peut continuer à travailler avec Monoprix, ce sera un plaisir. Oui, moi, je peux juste effectivement partager le point de vue d'une marque qui a la volonté de faire évoluer aussi ses pratiques. Non pas que ces pratiques ne soient pas louables, mais en toute humilité, on sait qu'on peut faire mieux. Et je vous rejoins aussi totalement sur le fait que je pense que cette période, en tout cas nous on le ressent aussi
en tant que distributeur, va vraiment agir comme un accélérateur. C'est un accélérateur au niveau des directions, c'est un accélérateur au niveau du consommateur, c'est un accélérateur pour tout le monde en fait. Et je pense que ça va nous aider aussi à trouver, nous en tant que distributeurs, voilà, des gens motivés, des associations, des industriels, et autour de toute cette émulation, trouver enfin les vraies solutions concrètes pour mettre en magasin du Made in France ou des choses un peu plus responsables. Donc en tout cas, moi, ma présence, c'était vraiment ce témoignage un peu de cette volonté qu'on a de s'améliorer et de s'inscrire dans ces initiatives-là aussi. Et pourquoi pas de les aider aussi à notre modeste échelle. Qui souhaite faire sa petite conclusion. Marion? Ah oui, Raymond. Oui, ben moi je voulais quand même revenir encore un petit peu sur la crise que nous avons vécue. Bon, pour nous, mi-mars, quand le confinement a commencé, bon, on a mis tout à l'arrêt. On était vraiment parti dans les premières semaines où la production était arrêtée. On voyait les conséquences. Les ventes étaient tombées à zéro. C'était vraiment la catastrophe. On est parti sur un scénario catastrophe. Et moi, j'ai l'impression, avec un peu de recul maintenant, quand on voit ce qui se passe, on a remis la production en route. On commence à voir les réactions, de nouveau des réactions des clients. On voit des clients qui ont très, très bien tourné, même pendant les semaines difficiles. Tous les clients qui faisaient des ventes online, qui ont finalement qui ont eu des résultats excellents. Et moi, je pense que la crise actuelle, elle va au contraire, elle va encore accélérer ce mouvement vers les fibres naturelles, vers une consommation qui est différente. Et moi, je pense que c'est vraiment le moment maintenant de bien se positionner et de prendre les bonnes options. Et aujourd'hui, quand on voit le lin dans sa totalité, c'est 0,4% de la consommation textile dans le monde. Donc, même si on peut passer à 0,5 ou à 0,6%, ça nous fait déjà tout un challenge. Et si en plus, en même temps, on peut aller développer le chanvre et on peut en parallèle aussi développer le chanvre, il y a des possibilités, mais immenses. Donc, moi, je suis très, très positif pour l'avenir. Et bon, je voudrais souligner aussi, on a déjà beaucoup parlé sur l'importance de cette filière, et c'est aussi de souligner l'ouverture qu'il y a. Moi, j'ai connu ces associations dans le passé où on était quand même fort, on réagissait chacun fort dans notre coin, c'était fort cloisonné. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'ouverture et on se rend compte, par exemple, quand c'est ces journées de portes ouvertes, on se rend compte qu'il y a vraiment un dialogue entre l'agriculteur, le tailleur, le filateur. Et c'est ça qui nous fait avancer. Et bon, c'est ça, je voudrais encore faire un petit coup de chapeau à Jacques et à Nathalie, à Paul, à toute l'équipe. Bon, aussi l'équipe de la CELC, parce que c'est vraiment grâce à ces associations qu'on avance et ces journées de rencontres, ces congrès sont des moments d'échange qui font qu'on avance. Et c'est unique pour ça dans le monde textile, nous sommes vraiment une exception. Donc oui, très positif pour l'avenir. Est-ce qu'il veut enchaîner, Paul? Merci Raymond. Moi, je partage cet enthousiasme, mais bon, c'est dans ma nature d'être optimiste. Et c'est vrai qu'on voit un développement de nouveaux marchés qui sont en train de s'ouvrir. La Confédération européenne du lin et du chanvre, depuis une dizaine d'années, a développé la maille de lin. Par exemple, le lin était très connu dans le chêne et trame, en tissage, et il n'y avait quasiment pas de tricotage. Donc ça, c'est un nouveau marché qui enlève rien à ce qu'il y avait sur le tissage du lin, mais qui vient rajouter un marché en travaillant plus vers la mode. Pierre-François Lelouet en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que le lin aujourd'hui est devenu, il l'a appelé un marronnier, mais ça fait plaisir parce que ça ne l'était pas, dans le prêt-à-porter. Donc le lin est arrivé sur la couleur, parce qu'il a une très bonne capacité à prendre des très belles couleurs.
Alors, du coup, le lin est rentré dans les collections de mode. Pour l'instant, on n'est pas encore beaucoup dans le sportswear. Nous, avec l'important, on voit de plus en plus de marques de sport qui viennent vers nous. Et donc, j'ai l'impression que le lin va rentrer, le t-shirt en lin va rentrer dans les standards dans le sport. Et c'est vachement intéressant parce que c'est un marché qui est énorme en volume. Alors, le lin bio, là-dedans, ce sera une petite partie, mais le lin aussi. Et donc, il y a vraiment des marchés qui s'ouvrent. Et avec le chanvre, on a moyen d'aller chercher des gens qui seront intéressés par le chanvre parce que, pour tout un tas de raisons historiques ou culturelles, le chanvre a une très belle visibilité médiatique. Donc, dès qu'on parle de chanvre, ça attire plein de gens. Les gens ont envie de ça. C'est une plante aussi qui a beaucoup d'attrait. Avec le chanvre, on va rajouter encore quelque chose. Donc, c'est pas des marchés qui sont posés, c'est des marchés qui s'ajoutent. Et Raymond l'a rappelé, le lin, c'est une petite goutte d'eau dans le textile mondial. Le textile mondial, c'est à peu près 100 millions de tonnes chaque année. Là-dedans, il y a 70 millions de tonnes de pétrole, polyester, nylon, etc. 20 millions de tonnes de coton OGM. Je simplifie un peu, il y a un peu de coton bio, bien sûr, il n'y a pas que de l'OGM, enfin, il y a beaucoup de coton OGM. Le lin, c'est une petite partie. Et vraiment, notre marché, c'est de prendre des parts de marché au coton, c'est de prendre des parts de marché au polyester. C'est pas d'opposer les fibres entre elles. Donc le lin, le chanvre, le lin bio, le chanvre bio bien sûr, et toutes les formes de chanvre et de lin viennent s'ajouter et il y a un potentiel important. Et Marion, toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce que pour une toute petite marque comme Sply, j'imagine que cette période n'a pas été facile, mais si tu dis que tu avais eu quand même pas mal de ventes, notamment. En fait, je rejoins tout à fait ce que dit Raymond. Moi, ça s'est complètement arrêté du jour au lendemain. Pendant un mois, plus rien. Et bon, avec bien sûr toute ma chaîne de fabrication, de la filature jusqu'à l'atelier qui se sont arrêtés. Et en fait, il y a eu un effet positif et les gens se sont mis à recommander. Mes ventes ont explosé le second mois. J'ai eu une quantité de messages d'encouragement des clients qui m'ont commandé pour les 2 ou 3 années à venir en me disant il ne faut pas lâcher, ça va aller. Et ça a été impressionnant en fait. La réaction positive, enfin, les encouragements des gens et les réactions des consommateurs ont été vraiment très encourageantes. Et j'ai reçu vraiment énormément de messages super gentils. Enfin, c'était vraiment du coup très positif. Je rejoins Raymond. Très très dur au début, inquiétant. Après, bon, c'est toujours inquiétant parce que moi j'ai perdu beaucoup de temps dans mon développement. Je suis à ma 2e année, donc perdre quelques mois, c'est quand même énorme. Mais avec un retour tellement positif des consommateurs que finalement, je me dis que c'est positif. Et que j'espère que cet engouement qu'il y a pour le local et pour le naturel va perdurer, que c'est pas juste un effet confinement des gens qui sont chez eux et qui donc passent beaucoup de temps derrière leurs ordinateurs, mais que c'est vraiment un changement des habitudes de consommation pérenne. Tout à fait. J'espère aussi en tout cas que oui, la proximité, l'idée de proximité va perdurer, l'idée de vouloir plus de fibres naturelles, parce que du coup, en participant à tout cet événement cette année, j'ai pu découvrir une filière aussi très humaine, où tout le monde s'entraide, et on sent vraiment une émulsion aussi et une envie de pouvoir avancer tous ensemble. Et je pense que c'est aussi le fait d'être comme une communauté qui fait cette force dans le lin bio et dans le chanvre. Et je pense que dans quelques années, il n'y aura pas de problème pour que ça évolue dans le bon sens. Et en tout cas, j'y crois. et j'espère voilà, que longue vie à lin et chanvre bio et à tous les acteurs autour avec tous leurs projets. Et merci d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis. Toutes les personnes qui sont derrière votre écran. L'année prochaine, ce sera sûrement en physique, en juin, début juin. Donc, n'hésitez pas à adhérer à l'association pour être au courant aussi des avancées et puis également pour participer à faire grandir le linge bio en France et le chanvre textile. Voilà, je vous remercie. Merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.